Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Halte à la marchandisation et la privatisation de l'école sénégalaise. C'est le cri du cœur des acteurs de l'éducation. L'absence de contrôle et de régulation de la part des autorités dénoncées au cours d'un atelier qui s'est tenu ce matin. Le calvaire des élèves de l'école élémentaire de la cité millionnaire à Grand-Yoff, les cantines installées autour de l'établissement rendent la vie difficile au potache avec l'insécurité et la nuisance sonore. Les responsables APR de Thiès crient leur ras-le-bol. La capitale du rail, selon eux, est laissée en rade. Entre chantiers bloqués et chemins de fer en léthargie, ces apéristes tirent la sonnette d'alarme. Les populations de Rosso, hantées par la menace terroriste après l'arrestation d'un présumé djihadiste, elles souhaitent un renfort des mesures de sécurité dans cette zone transfrontalière. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La multiplication des écoles privées est devenue de plus en plus inquiétante pour les acteurs de l'école sénégalaise. Des écoles très souvent incriminées. L'absence de régulation et de contrôle de la part des autorités est également dénoncée. C'était lors d'un atelier sur la marchandisation et la privatisation de l'école qui s'est tenu ce matin. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Cette prolifération des écoles privées est surtout notée dans le préscolaire et dans l'enseignement supérieur, un foisonnement des écoles publiques qui échappe souvent au contrôle des autorités habilitées à le faire. C'est que pour la petite enfance, c'est le privé qui est largement majoritaire, près de 95%. Pour l'élémentaire, là encore, il y a une forte présence du public. Ce qui n'est pas le cas pour la formation professionnelle et technique. Là, vraiment, il y a une prédominance du privé. Il y a beaucoup d'écoles privées non reconnues au Sénégal et qui officient. Un regard beaucoup plus attentif sur le contenu des enseignements au niveau de ces écoles privées est devenu alors une nécessité. Le danger, on l'a déjà dit, c'est l'absence de contrôle dans les contenus enseignés. Le danger, c'est ce que ça fait auprès de nos enseignants, de nos élèves qui sont censés booster l'économie nationale. Donc ce qu'il faut, c'est une régulation. Ce que nous disons, nous le répétons. À travers ce forum, des réflexions seront émises pour davantage pousser les autorités à porter attention sur le contenu des enseignements dispensés dans les établissements privés. Vous avez entendu le président du comité syndical francophone. C'est une école publique de qualité. C'est la raison pour laquelle la directive 11
qui prône la promotion d'une école privée de qualité, nous sommes contre. Les ressources publiques doivent servir à l'éducation publique. Bon, seulement le privé est là, nous le constatons. L'école privée existe, il faut la réguler. Nous payons des impôts et indirectement nous payons des dettes pour que nos enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité. Et c'est un engagement international consigné par nos États. Donc les solutions complémentaires, parce qu'on a dit que l'éducation coûte cher, il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Maintenant, le fait qu'il y ait d'autres acteurs ne doit pas être une entrave au droit à l'éducation, mais c'est quelque chose qui est complémentaire. Ces participants vont réfléchir alors sur une stratégie à adopter afin de mener des études beaucoup plus exhaustives pour connaître le nombre exact d'écoles privées et également la qualité des enseignements dispensés. La prolifération des écoles privées est un phénomène constaté dans beaucoup de pays francophones. Pour les organisateurs de ce forum, si la privatisation se poursuit, cela pourrait entraîner une disparité et une inégalité pour l'accès à l'éducation. Là-dessus, nous écoutons Jean-Hervé Cohen, un des participants à cet atelier, toujours au micro d'Aminata Mbaresso. La marchandisation de l'éducation, c'est le fait que des groupes privés essayent de plus en plus d'investir les secteurs de l'école. Alors ça peut être les bâtiments scolaires, ça peut être le matériel pédagogique, ça peut être le numérique. Et de plus en plus, l'État se désengage de ses responsabilités vis-à-vis du financement de l'éducation à travers des contrats qu'il passe avec des entreprises privées. Et c'est cela que nous essayons de combattre, nous syndicats, en essayant au contraire de promouvoir des financements à hauteur. Parce qu'on sait bien que dès l'instant où le privé investit l'éducation, tout le monde n'aura pas les mêmes moyens de s'acheter le matériel, d'utiliser des ressources pédagogiques. Au-delà du Sénégal, on sait bien, on a cité l'exemple du Gabon ce matin, de la République démocratique du Congo, de Haïti, tous ces pays qui ont vu finalement le secteur privé, le secteur marchand investir l'éducation et l'État bienveillant laissant faire tout cela. Je vous l'annonçais dans les titres des cantines tout autour de l'école élémentaire de la cité millionnaire à Grand Yoff. Ces cantines qui indisposent les potaches avec la nuisance sonore et l'insécurité. L'installation du marché près de l'école a été vivement décriée, rappelons-le, par les parents d'élèves et le corps enseignant. Les détails dans ce reportage signé Imam Biram Diouf et Yafaraba. Par exemple, moi, quand je venais ici pour la première fois, c'était le premier problème que j'avais. Je me disais comment les gens peuvent travailler. Mais à force de fréquenter, vous voyez, comme l'habitude est dans une seconde nature, vous allez et vous adaptez. Elle passe inaperçue, baignant dans un environnement qui l'étouffe. Les occupants de l'établissement qui a été scindé en deux, écoles 1A et 2A, sont obligés de cohabiter difficilement avec les commerçants de ce marché. Quelquefois, il y a des commerçants qui augmentent un peu le volume de leur quai. Ça peut gêner, tu es obligé maintenant quelquefois d'aller faire même le tour pour le rappeler un peu à l'ordre. Leur pollution, c'est surtout la pollution de l'environnement. Le mur là, c'est la mairie qui avait érigé ça. Mais finalement, les gens urinent de telle sorte que tu as l'impression que le mur va tomber d'un moment à l'autre. Et c'est les populations. À chaque fois, on est obligé de couper, faire sortir quelqu'un ou bien fermer la porte. Donc, ça nous porte un grand préjudice. Les élèves ont du mal à se concentrer. C'est sûr. Ceux qui sont dans cette classe-là, si la porte est ouverte, donc une fois que la porte est ouverte, tu ne peux pas capter. Le vieux Abibou Diallo, président de l'association des parents d'élèves de l'école 1A, dira qu'il aura tout fait pour dénoncer et pousser les autorités à mettre un terme à cette situation. L'école ayant été construite, dit-il, avant que le marché ne prenne forme. Depuis que l'école existe, jusqu'à présent, on peut défendre. Vous êtes levé contre ces cantines tout au début? Toujours. Et que comptez-vous faire actuellement? Regardez seulement les nouveaux responsables qui vont venir seulement. Je trouve que ce n'est pas normal d'être comme ça tout près de l'école. Nous l'avons trouvé ici, c'est vrai. Et si on demande de quitter, nous serons obligés de le faire. Pourtant, la mairie, quelquefois, vous voyez la voie publique là, la mairie fait quelquefois des opérations de déguerpissement. Mais quelques temps après, ils reviennent. C'est un peu comme ça se passe un peu partout au Ki. L'essentiel, c'est que de temps en temps, on sensibilise les parents. Des commerces qui ont fini de transformer les visages de cette école, affectant sérieusement l'apprentissage. Les élèves sont des grands perdants.
Et puis cette grève illimitée à l'Institut islamique de Dakar, les élèves ont boycotté les inscriptions pour dénoncer la décision de la direction générale de fermer les logements à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche matin. Une situation qu'ils ne comprennent toujours pas. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Mambiram Diouf. La direction a pris des décisions qui vont mettre en difficulté les conditions sociales des élèves au sein de l'Institut. Ces décisions sont les suivantes. La fermeture de l'Institut pendant le week-end pour la simple et bonne raison que l'Institut Maria Amaba est fermé pendant le week-end et ne nous arrange pas, alors que nous n'avons pas des bourses ou des allocations mensuelles que disposent les élèves des instituts d'excellence au Sénégal. Voilà une injustice notoire et une marginalisation des autorités à notre endroit. L'autre raison évoquée pour cette fermeture est qu'il avance que l'Institut n'est pas sécurisé pendant le week-end. Il prévoit aussi d'exclure des élèves pour des absences illégales et nous n'allons pas accepter cela. On interpelle M. Serigne Mbaye Thiam à cette situation en lui faisant savoir que l'Institut islamique est un institut d'excellence comme l'Institut britannique militaire et celui de Maria Amaba. Nous lui informons aussi que l'excellence sur les résultats du baccalauréat a tendance à baisser du fait des mauvaises conditions sociales que vivent les élèves. On soit présent dans l'univers de la formation professionnelle. 9 écoles privées sur 73 de formation en santé fermées entre 2013 et 2017. Une révélation du directeur de la formation professionnelle qui soutient que le non-respect des charges en est la cause. Pour Saliou Faye Dafa du syndicat autonome de la santé, un conseil interministériel s'impose pour assainir le secteur. En dossier signé Mam Biram Diouf et Youssou Baro. Le nombre d'écoles privées de formation en santé qui va crescendo ne surprendrait sûrement pas tellement la demande est forte, mais le secteur demande à être assaini et c'est pour de bonne guerre. Nous avons notre agrément, nous sommes reconnus par l'État. Il y a une augmentation des écoles en santé. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait une certaine réglementation. Je parle d'augmentation parce que nous tenons compte du besoin. Cette jeunesse à cette tranche d'âge qui a droit à une formation professionnelle. C'est nos structures de santé qui attendent du personnel qualifié. Il y a un défi à lever. Je ne suis pas gênée de le dire. Il faut que quand même qu'on assainisse les structures de santé. Nous devons sûrement assainir les écoles, mais les structures de santé aussi. Il faut du personnel qualifié, ça veut dire formé dans les écoles. Il y a des responsables de structures de santé, vraiment, qui sont très conscients de la situation, qui prennent leur personnel, qui exerçaient depuis des années et qui n'avaient pas le diplôme. Et ils ont senti ce besoin de formation. Et ils nous envoient ce personnel qui ressortent avec des diplômes pour rehausser le plateau technique de nos structures de santé. Le combat longtemps mené par des organisations comme les syndicats a porté des fruits. C'est devenu un peu sérieux parce que là, avec les 15 pays de la CEDEAO qui ont mis en place le système LMD, donc maintenant le relèvement de niveau en 2009, je suis signataire de ce protocole avec le SUTSAS, mais en 2014, on a quand même essayé de rehausser un peu la formation par rapport au niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit former les formateurs. D'abord, on les a formés et il y en a qui doivent aller chercher des masters parce que si vous formez des jeunes qui ont la licence, pas qu'il y ait la licence, donc ça devient très sérieux. Entre 2013 et 2017, sur 73 écoles de formation, 9 ont été formées parce que ne répondant pas aux normes. Nous avons 73 établissements recensés chez nous, exerçant sur la santé, établissements privés exerçant sur la santé, mais les 9 sont fermés aujourd'hui. Donc ces écoles, il y a d'excellentes écoles de réputation privées qui ont de bons profils de sortie et qui font de bons examens, de bons résultats aux examens organisés par le ministère de la Santé. Très souvent, la qualification en termes de diplôme ne suffit pas. Il y a d'autres aptitudes qu'il faut interroger. Et c'est en ce sens vraiment que je pense qu'il faut revoir autant le cahier de charges pour l'acceptation de l'école privée pour exercer des formations, mais il faut retravailler le curricula de formation à l'intérieur. Pour ouvrir une école, pour former,
pour qu'on accepte d'abord, parce qu'avant de parler d'embauche, avant de parler de diplôme, il faut qu'on accepte nos étudiants à la certification. Cet encadrement et ce contrôle avec des descentes régulières d'inspecteurs qui ont en charge de voir la conformité des enseignements-apprentissages par rapport au programme de formation que l'État a mis en place. Parce que le respect du programme de formation garantit la qualité de la ressource humaine à la sortie. Et donc, il ne faudrait pas que les formations soient faites au rabais. Il ne faudrait pas aussi que les formations se fassent entre les 4 murs de l'établissement privé, surtout en santé. Il faut accompagner ces écoles, les contrôler, mais aussi les exiger de très bons résultats. Mais aussi conscientiser les étudiants de ce métier qu'ils veulent, qu'ils préfèrent à la place d'autres. Quand on travaille sur des vies humaines, il faut être sérieux, il faut mettre en relief ce qu'on appelle la responsabilité. C'est devenu un peu sérieux parce que là, avec les 15 pays de la CEDEAO qui ont mis en place le système LMD, donc maintenant le relèvement de niveau en 2009, je suis signataire de ce protocole avec le SUTSAS, mais en 2014, on a quand même essayé de rehausser un peu la formation par rapport au niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit former les formateurs. D'abord, on les a formés et il y en a qui doivent aller chercher des masters parce que si vous formez des jeunes qui ont la licence, pas qu'il y ait la licence, donc ça devient très sérieux. Le Sénégal reste un pays où l'expertise ne manque pas en matière d'offres de soins. Le privé, en appui à la politique de l'État, investit dans la création d'écoles de formation, des écoles à surveiller davantage. La revue annuelle des réformes politiques, économiques et financières de l'UEMOA, le Sénégal est parmi les premiers pays qui l'ont appliqué avec brio. Toutefois, il y a des difficultés au niveau des ministères pour la transposition des textes. Là-dessus, nous écoutons les explications de Moustapha Ngom, coordonnateur de la cellule de suivi de l'intégration, au micro de Pape Faragning. 2014 et 2015, le Sénégal avait une situation, en tout cas des résultats très satisfaisants et on était parmi les premiers pays de l'UEMOA en matière de transposition et d'application des directives. Pour les finances publiques, là, le Sénégal vraiment donc est parmi les pays en tête. Nous avons transposé toutes les directives de finances publiques, toutes les directives textes qui concernent les marchés publics. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Hein. Donc, vous savez, les directives, ce sont les ministères sectoriels. C'est-à-dire le ministère sectoriel qui est concerné, qui doit procéder à la transposition des textes. Maintenant, il peut arriver que dans certains ministères, donc, il y ait des difficultés en matière de transposition, de techniques de transposition. Les difficultés peuvent aussi d'autres sortes, c'est-à-dire que dans certains textes, donc il faut une concertation donc, avec d'autres parties prenantes. Donc généralement donc, la concertation se fait lentement, de sorte que donc, le processus n'avance pas vite. Politique à présent avec le Parti socialiste qui est confronté à un problème de vision. C'est l'avis de l'universitaire Ousmane Ba. Il estime qu'il faut aller vers la dépersonnalisation du parti. La formation ne se résume pas en la personne d'Ousmane Tanor Dieng, dit-il. Il a rencontré nos reporters Alassane Ba et Diafara Ba. Les contradictions ne sont pas nouvelles au Parti socialiste, mais souvent difficiles de les accepter. Sous Senghor et Abdou Diouf, l'on a assisté à des démissions. Cette fois-ci, il s'agit d'exclusion programmée de l'avis du professeur Ousmane Ba. Les gens qu'on veut programmer leur exclusion, ce sont des gens, si vous voulez, par exemple, qui sont des partis qui sont du socialisme authentique. Alors, ce qui fait que, donc, actuellement, est-ce que avec la configuration du champ politique aujourd'hui sénégalais, de l'environnement politique sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui il est bon pour le Parti socialiste de pouvoir, n'est-ce pas, départir, si vous voulez, par exemple, de ces véritables lieutenants politiques, etc., en termes de masse, mais aussi en termes d'électorat. Il est à la tête du parti de 1996 à 2017, Ousmane Tanor Dieng. 21 ans sans renouveau. Il faut aller vers la dépersonnalisation des partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng seulement ne peut pas, à mon avis, dans le parti, si vous voulez par exemple prendre des initiatives, si le parti est bien structuré. Moi, j'ai un problème quand on me dit par exemple, c'est elle peut-être qui a orienté tout un comité central par exemple, c'est elle qui a orienté tout un bureau politique.
c'est quelqu'un qui a orienté tout le secrétariat exécutif, mais ce n'est pas possible. Je veux dire, par rapport à ces gens qui sont des intellectuels, les gens doivent poser les véritables débats. Et maintenant, c'est sur la base de ces contradictions-là que les gens doivent accepter effectivement la position de l'autre. Comme disaient les socio-anthropologues, par exemple, je ne peux pas dire tout de suite que la gestion, par exemple, de Ousmane Tanor Dieng a fait régresser le parti. Je pense que le parti est tellement organisé qu'il est fondamental de faire une évaluation externe et interne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle des outils d'évaluation et de gestion. La réunion qui s'est tenue hier ou avant-hier, je ne sais pas quoi, on dit que les gens sont d'accord pour extraire telle ligne d'orientation. Donc il ne faut pas me dire fondamentalement qu'effectivement qu'il y a un problème, alors que c'est les gens qui acceptent, si vous voulez, par exemple, ce qui se passe. Quel avenir pour Khalifa Sall sans le Parti socialiste? En passant de Tahaou Dakar jusqu'à Tahaou Sénégal, je pense qu'il y a un bond en avant, si vous voulez, par exemple, qui a été réalisé. Maintenant, il faut essayer de restructurer, voire effectivement amasser extra pour construire, si vous voulez, par exemple, une demeure, une maison. Maintenant, le problème fondamental, c'est qu'effectivement, le Parti socialiste qui est aujourd'hui, parce qu'au moins avec Abdou Diouf, on savait que c'était Tanor, mais aujourd'hui, qui est le bras armé, entre guillemets, de Tanor. La formation socialiste occupe la scène médiatique ces derniers temps. Le bureau politique doit statuer au courant du mois de novembre sur les cas Khalifa Sall et compagnie et Aïssata Tall Sall. Les responsables APR à Thiès crient leur ras-le-bol. Selon eux, la capitale du rail est oubliée, tous les chantiers bloqués et le chemin de fer se trouve dans une situation catastrophique. Face à la presse, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Compte rendu signé Seila Tir et Gérant Diop. Des responsables de l'APR de Thiès, lors d'un point de presse, ont interpellé le chef de l'État. Pour eux, la mort de cette entreprise entraînera la perte de plusieurs centaines d'emplois. Face à cette situation nouvelle qui s'impose, nous ne pouvons gagner sans les jeunes. La vérité est que si nous voulons gagner et convaincre l'électorat jeune, nous devons porter leurs revendications et amener la plus haute autorité de l'État, en l'occurrence le président de la République, à apporter des réponses rapides et pertinentes à ces légitimes revendications qui tournent autour de la licinante question de l'emploi des jeunes. Ces responsables apéristes ont aussi dressé le bilan des récentes élections législatives. Pour eux, Benno Bokk Yakaar a obtenu de bons résultats à Thiès. Nul ne saurait aussi nier les efforts incommensurables déployés par le DG de la Poste, Pape Siré Dia, qui recrute beaucoup de jeunes thiessois. Nous l'exhortons à continuer dans cette voie. Ces apéristes de Thiès-Ville lancent un appel solennel au président de la République pour la réhabilitation du chemin d'affaires, l'exécution définitive du stade Lat Dior et le rapprochement de la ville de Thiès avec l'aéroport international Blaise Diagne, ce qui permettra à leur terroir de retrouver son véritable statut d'antan. L'APR, plus que jamais divisée à Pikine, la coordinatrice des femmes apéristes ne reconnaît plus Awagnan comme coordinatrice départementale des femmes, qu'elle déclare même persona non grata à Mbao. Là-dessus, nous écoutons les explications de Jaina Badialo au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Awagnan, encore tombé très bas, confirme de jour en jour qu'elle ne mérite pas de siéger au sein de cette haute instance du parti. Elle y est arrivée, et nous le savons tous, par la magie de lobby partisan et autres astuces dont elle seule connaît les secrets et le mode opératoire. La championne du détournement des moyens du parti et autres recettes financières de la coordination des femmes de l'APR Pikine, elle qui, en tant que tête de liste, dans un département à grands enjeux politiques, a fait enregistrer à notre parti le plus faible pourcentage lors des élections législatives. Pour masquer ses contre-performances sur le plan politique, elle s'attaque à celui qui, aujourd'hui, fait la fierté de Pikine, je dirais même de tout le Sénégal. M. Abdou Karim Sall, pour ne pas le nommer, a réalisé le meilleur score dans le département, au niveau de toute la région de Dakar, lors des législatives de 2017. La coordination des femmes de l'APR Mbao exprime ainsi toute son indignation par rapport à cette sortie malheureuse de Awagnan, dénuée de fondement. Elle réaffirme par ailleurs qu'elle ne la reconnaît plus à la tête de l'instance départementale.
Pour Awagnan, l'heure n'est pas à la polémique. Elle demande à ses frères de parti de revenir à la raison, d'unir leurs forces pour pouvoir faire face à l'opposition. Awagnan s'est prononcé lors d'une assemblée générale des femmes de Benno Bokk-Yakaar à Pikine. Elle est au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. J'ai déjà pris la décision de ne plus parler de détails, parce que ce n'est pas l'heure des détails. Je suis responsable des femmes. Ce sont les 16 présidentes femmes qui sont dans le département qui m'ont élu, étant la responsable. Donc je lance un appel à notre sœur de parti Hadi, qui était parmi nous et qui est actuellement détachée à cause de son coordinateur, M. Abdou Karim Sall, que la porte est ouverte pour toutes les femmes, notamment elle est pionnière du parti. Pour ce qui est de l'argent qui est détourné, il n'y a pas de détournement. Moi, je ne gère pas l'argent. Moi, ce que je fais, c'est d'aller ensemble chercher de l'argent et donner ça au trésorier du parti. Il y a une trésorière. Donc l'argent là, on est en train de donner ça aux femmes, des crédits mensuels, et tout le monde est au courant. Donc je pense que ce sont des détails, et moi je ne marche pas sur les détails. L'essentiel, c'est de travailler ensemble, et je suis dans cette logique. Parce que hier, c'est elle-même qui avait pris le micro pour me dire que vous êtes ici comme étant notre responsable. Hier, mais aujourd'hui, si elle parle comme ça, je la comprends. En tout cas, je ne garde rien pour elle parce que c'est ma sœur. Youssou N'Dour de retour à Dakar après son sacre au Japon. Le lauréat du Premium Impérial a été accueilli par ses fans à l'aéroport en grande pompe. Aïssatou Païfal, vous êtes à l'aéroport. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher Tidiane. Vous confirmez? Oui, nous sommes bien à l'aéroport. Youssou N'Dour est bien arrivé. Une foule immense l'a accueilli. Des chavars, les tam-tams ont joué, les fans club Youssou N'Dour ont dansé, les musiciens aussi, ils étaient là, comme Alioune Baïnder. Il y a eu Fallou-Dia, il y a eu les dames, les divas sénégalaises de la troupe Daniel Sorano. Donc c'était une ambiance folle, mais Youssou n'a pas pu parler. Il vient de rentrer dans sa voiture sous les applaudissements de tous ses fans, et là il va rejoindre la demeure de sa maman, et je pense que là il fera une petite interview avec les journalistes. Cher Tidiane. Voilà, merci Aïssatou Paï. Certainement dans nos prochaines éditions, nous vous retrouverons avec des sons et des images. Suite à l'arrestation d'un ressortissant malien à Rosso en provenance de la Mauritanie, la police déclare qu'au moment de son interpellation, le citoyen malien ne détenait par devers lui qu'un passeport, une carte d'identité consulaire et un permis de conduire malien. Aucune arme de quelque nature n'a été trouvée sur lui. Au vu de son attitude suspecte et du caractère faux de son permis de conduire, il a été transféré au service de la direction de la police judiciaire pour une enquête plus approfondie. À ce stade de l'enquête, aucun lien avec des groupes djihadistes n'a encore été établi. Un communiqué signé de la police nationale à Rosso, Sénégal, ville frontalière avec la Mauritanie. C'est presque l'inquiétude totale chez les habitants. Nos correspondants à Saint-Louis ont rencontré la population qui demande encore la présence des forces de l'ordre de manière quotidienne dans cette zone transfrontalière. Ousseynou Diop, Habib Seck. Depuis quelques jours, l'affaire des djihadistes arrêtés à Dakar ou à Rosso, Sénégal, fait la une de tous les journaux. C'est ce qui a provoqué l'inquiétude des populations de Rosso ou qui vivent à quelques kilomètres de là. Le cas des terroristes à Rosso, donc on a constaté pas mal de gens vraiment qu'on a arrêtés, qu'on a dit qu'on a jugé présumés terroristes, qu'on a arrêtés récemment. Mais ce qui inquiète le plus les Sénégalais vivant dans la frontière est l'arrestation du djihadiste à Rosso, même si l'information n'est pas confirmée de manière officielle. Donc il y a toujours une fluidité, donc la traversée des gens, donc il faut qu'on renforce la sécurité. Aussi la population également, nous demandons aussi à la population vraiment s'il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, donc l'identification, qu'il n'a qu'à donc dire ça à la gendarmerie ou à la police, donc pour qu'on puisse vraiment veiller à cette personne avant qu'il soit trop tard. On est tout proche de Rosso et même l'effectif de la brigade de Rosso n'est pas très importante pour vraiment conjurer un mal si toutefois un mal devait se produire, quoi. Bon, donc je crois que c'est ça le problème.
Depuis quelques années, le phénomène touche presque toutes les grandes puissances. Dans ces zones où parfois la sécurité fait défaut, les habitants du Waalo demandent plus d'assistance. Bien, on voulait que vraiment que l'État encore renforce la sécurité encore une fois. Nous demandons à l'État également de renforcer la sécurité au niveau donc de la frontière de Rosso-Sénégal parce que c'est une zone frontalière. Il n'y a pas de contrôle, il y a une absence totale de contrôle. Et c'est ça effectivement qui fait peur. Bon, normalement, il devait y avoir une patrouille militaire de temps en temps, mais même là, on voit que c'est pratiquement inexistant. Bon, donc là, ça pose problème. Dans presque tout le Waalo, l'arrestation du présumé djihadiste est dans toutes les lèvres. Ces populations très inquiètes comptent sur l'appui des autorités pour renforcer leur sécurité. Autre aspect de l'actualité, ce plaidoyer pour l'abandon du mariage précoce. Les jeunes filles plus concernées par ce phénomène soutiennent que leur place est à l'école. Madi Gensar de l'Association des juristes sénégalaises, de son côté également, soutient que les conséquences fâcheuses sont innombrables. Un sujet signé Pape Faraning et Pape Sangone Baya. Fatimata Diop et Nogaïba, deux jeunes filles, toutes contre le mariage précoce. Pour elle, l'enfant, son rôle n'est pas de gérer un foyer. Je pense que ce n'est pas une bonne solution pour les enfants. On doit continuer notre étude et savoir ce qu'on doit faire toute la vie. On ne devrait pas écouter nos parents ni suivre les conséquences de nos parents. C'est pas bon. Impossible ne peut pas être possible. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le mariage précoce, surtout à l'âge de 13 ans. C'est pas du tout bien. Commencer 13 ans, tu souffres, et 15 ans. Nogaïba, qui a refusé 2 demandes de mariage, elle estime que l'argent était la base de ces mariages. D'abord, deux personnes. 2 hommes ont déjà demandé un mariage, mais j'ai refusé. En ce moment, je me concentre plutôt sur les études. Malheureusement, certains parents aussi ne voient pas cela, ils pensent plutôt à l'argent. Ce n'est pas acceptable. Pourtant, selon la Constitution et le Code de la famille, le mariage précoce n'est pas légal au Sénégal. Un mariage précoce, c'est un mariage qui est intervenu contrairement aux dispositions de la loi. Code de la famille, l'âge du mariage pour la fille est de 16 ans, alors que pour le garçon, c'est de 18 ans. Une situation qui a d'énormes conséquences sur tous les plans. La fille n'est pas physiologiquement, elle n'est pas préparée pour supporter une grossesse, à plus forte raison, accoucher. Donc là aussi, il y a des conséquences sur le plan physique, sur le plan mental. Au niveau du ménage, on a beaucoup de violence. Cette fille n'est pas préparée pour se marier. Donc là, quand elle entre dans ce ménage, elle ne va pas se considérer comme une femme mariée. Elle aura toujours l'esprit de cette jeune fille qui a tendance à jouer, à partir avec ses copines. Donc là, ça peut créer des problèmes, déjà avec son époux, mais aussi avec la belle famille. Malgré toutes ces conséquences, les mariages précoces sont toujours pratiqués par certaines ethnies au Sénégal. Faraning, dans la région de Sédhiou, les riziculteurs déterminés à accroître la production du riz dans cette partie du pays face aux problèmes qu'ils rencontrent. Ils veulent être mieux outillés pour servir de grenier le Sénégal. Les détails avec nos correspondants sur place, Bakary Conté et Salah Samba. Suite à la rareté de la pluie ces dernières années dans certaines zones du pays, les paysans de Bonna dans le département de Bounkiling adoptent une nouvelle stratégie avec l'utilisation du Nerika 4 dans les plateaux. Si j'ai les moyens, j'aurais mieux faire que ça. Bon. Deuxième aussi, je veux que vous verrez les femmes, parce que les femmes ont besoin du riz là. Bon, tous les côtés que vous voyez là, normalement, si Dieu nous aide, on va mieux produire que cette année. Donc je veux un soutien, un aide à la Sonagri, de nous amener tous les matériels qui peuvent nous faire faciliter les travaux du riz. Le village de Birou fait une surproduction du riz. Les paysans réclament des matériels de transformation et l'aménagement des vallées. Si on avait des matériels, on allait pouvoir emblaver tout le plateau. Ce qui sous-tend qu'il nous faut du matériel agricole. Mais aussi, comme les femmes l'ont dit, le village a produit beaucoup de riz. Le seul problème ici, c'est la transformation. Il n'y a pas vraiment un décortiqueur à riz, il n'y en a même pas. Donc vraiment, c'est une tolérance forte qui est là et que nous soumettons au coordinateur comme tolérance qui est là, qui est une urgence. L'autre programme, donc, avec vos partenaires, il faut penser à aménager la vallée.
Les techniciens satisfaits des résultats comptent accompagner ces producteurs du département de Bounkiling. Il y a des variétés de plateaux et des variétés qui sont adaptées au cycle pluviométrique. Vous savez bien les problèmes que nous rencontrons, surtout les problèmes qui sont liés donc au changement climatique. Et je crois que le producteur que nous avons vu ici, qui a connu une très grande réussite dans sa production, doit pouvoir servir d'exemple. Le département de Bounkiling peut à lui seul nourrir, surtout avec le plateau, nourrir une grande partie de la population sénégalaise. Les paysans de Birou ont promis de multiplier la production la saison prochaine si l'État les accompagne. Nous allons à Rufisque où les conseillers municipaux sont à l'école de la décentralisation. Pendant 3 jours, ces élus locaux comptent renforcer leur capacité sur le processus de décentralisation au Sénégal, notamment les questions liées au rôle et responsabilité des acteurs ainsi que les stratégies de mobilisation de ressources. Ousseynou Thiam et Bira Diagne pour les détails. Pendant 3 jours, les conseillers municipaux de Rufisque sont en conclave à Saly pour se pencher sur le processus de décentralisation au Sénégal, cadre institutionnel, rôle et responsabilité des acteurs. Une manière pour mieux outiller ces élus locaux. D'abord, la compréhension des textes qui font fonctionner l'institution, mais aussi des préoccupations sur les moyens utilisés pour renflouer les caisses de la ville et comment gérer cette mairie. Si on ne s'entend pas autour d'une table, sur l'essentiel, que ceux qui connaissent comprennent, expliquent, ceux qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas essaient de comprendre et qu'ils acceptent un minimum de consensus pour faire avancer l'institution. Une occasion pour le conférencier de revenir sur les avantages et faiblesses de l'acte 3 de la décentralisation. Non seulement ces maires déjà gagnent beaucoup d'expérience, ils ont acquis une certaine expérience, mais également, je pense que c'est des maires qui pratiquent les textes, qui peuvent vous dire exactement les faiblesses effectivement de cette décentralisation. On a besoin d'appeler tous les acteurs, accompagnés par les experts, qu'un diagnostic soit fait en profondeur pour qu'on essaie de déceler les faiblesses de cette de l'acte 3 de ça. Essayez de voir dans la deuxième phase comment améliorer les textes. Durant ces 3 jours, ces conseillers municipaux ont également abordé les questions liées à la gestion budgétaire des collectivités locales, mais aussi les stratégies de mobilisation des ressources financières de la ville de Rufisque. Ousseynou Thiam à Saint-Louis, la première édition des régates motorisées s'est tenue sur le grand bras du fleuve en présence de milliers de spectateurs. Une occasion pour les organisateurs plutôt d'exposer les facettes de la culture saint-louisienne. Pour les fils de la vieille ville, l'activité à la fois culturelle et sportive veille de plus de 300 ans doit être pérennisée pour redonner à la ville son lustre d'antan. Au reportage signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Les jeunes guindariens ont organisé la première édition des régates motorisées, une activité culturelle et sportive qui a vu la participation de toutes les troupes de Saint-Louis. Pour cette édition, la fête a été belle et pleine de solennité. Sur le fleuve, la rivalité était autrement. Les équipes de Gendar, Santhiaba, Gohombak et Hydrobase ont livré de belles prestations, avec surtout la course naufrage et celle motorisée, une première à Saint-Louis. Depuis des années, les courses de pirogue étaient émaillées par des incidents, mais cette fois-ci, tout est bien qui finit bien, au grand bonheur des Saint-Louisiens. Il est hors de question parce que ça, ce n'est que la première édition. Et aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle des régates motorisées. Ce qui est quand même un événement majeur. Il n'y a jamais eu de régates motorisées. Aujourd'hui, il y en aura et je pense que c'est très important pour l'épanouissement de la jeunesse. Le parrain souhaite aussi la pérennisation de cette activité pour redonner à Saint-Louis son lustre d'antan. Nous n'avons que cette course, nous n'avons que ce sport, nous n'avons que cette culture en tant que digne fils de Saint-Louis. Pour que dans Gendar, dans la langue de Barbieri, qu'il y ait une unité de tous les cœurs, qu'il y ait une unité de toutes les sensibilités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite.
Pour l'édition 2017, les régates se sont bien déroulées. Les populations de la langue de Barbarie se sont montrées très déterminées pour sauver cette activité qui occupe une place de choix dans l'agenda culturel et sportif de la ville de Saint-Louis. Seyni Diop, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout temps d'image. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.